J'ai mon timekeeper, on peut y aller. Bonjour, bonjour Montpellier. Alors, je m'appelle Alexandre Boutin, je suis grenoblois. Je bricole dans l'agilité, comme j'aime bien dire, depuis 18 ans. Je fais 2-3 petites choses à droite, à gauche. Je suis pas mal, assez souvent speaker dans les confs. J'écris parfois des petits bouts de choses dans des bouquins. Et voilà, et je suis pas mal dans l'associatif au niveau du Club Agile Rhône-Alpes. Alors, une session sur l'agilité, et on va parler d'agilité projet. D'accord? Alors, projet, produit, si vous voulez, j'ai pas de souci, mais de toute façon, pour faire un produit, il faut faire des projets pour avoir un produit. Alors, on va pas parler management agile, on va pas parler organisation agile, on va pas parler de tout ça. On va peut-être parler un peu d'humain quand même si on parle de projet, mais on va surtout parler projet. Et je vais vous inviter à voir le projet et l'agilité projet comme une innovation. D'accord ? Une vieille innovation, diront certains, d'accord ? Mais une innovation. Si c'est une innovation, je peux utiliser la courbe de Moore. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette courbe, sinon vous la découvrez. C'est une courbe qui permet de voir comment une innovation progresse au fur et à mesure qu'on l'utilise. Alors, ça c'est une courbe de Moore que vous trouvez sur le net assez facilement. Et si vous avez un copain comme moi qui s'appelle Aurélien Morvan, il vous fait des courbes de Moore vachement plus sympas à regarder. Et donc on va essayer de la regarder. Donc dans une courbe de Moore, on a différentes personnes, on a vraiment les innovateurs, on a les early adopters. Donc eux, les innovateurs, ce sont ceux qui sont à l'origine de l'innovation. Les early adopters, ceux qui commencent à l'utiliser en premier. On a ce qui s'appelle the chasm, traduit en français par le gouffre, je vous en reparlerai. Et puis on va trouver l'early majority, la late majority et les retardataires. Donc, si je vous propose de voir l'agilité projet comme une innovation, on va se poser la question de qui sont les innovateurs et quelles questions ils se sont posées. Donc ces innovateurs, ils se sont dit, on fait du projet waterfall, cycle en V, pourrait-on réaliser un produit à base de logiciels différemment? La question, voilà. Et celle-là, et ils sont un certain nombre à avoir proposé des choses, les innovateurs, un paquet de bouquins qui décrivaient des façons de faire, des frameworks, des méthodes, etc., tout un tas de choses. Avoir même des choses qui ne sont pas vraiment des livres, hein, plutôt des articles, mais l'article de M. Takeshi et Nonaka est un peu dans l'agilité considéré comme un des articles fondateurs de tout ce mouvement agile que les innovateurs ont créé, puisque c'est à l'origine. Ok, les innovateurs. On va passer aux early adopters. J'ai mis des dates ici. La première date, on va dire c'est la date, c'est une date où les gens des US sont à peu près d'accord là-dessus. Et la deuxième date, entre parenthèses, c'est uniquement mon avis très personnel. Donc vous avez le droit d'en voir un autre, il n'y a absolument pas de souci. Moi je considère qu'en France, mon constat c'est 2004. Moi à titre personnel, j'ai découvert l'agilité 2005, je me mets dans les early adopters. On va sûrement trouver des gens qui en ont fait bien avant 2004, qui vous expliquent, et c'est sûrement vrai. Mais on a vu une communauté de early adopters qui commençait à se créer, plusieurs blogs en français sur l'agilité à partir de 2004-2005. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a filé aux early adopters? Qu'est-ce qui les a fait triper? Un truc super complet, super riche, énormément documenté. Oui, en fait, ça s'appelle le manifeste agile. Il y a 80 valeurs et 12 pratiques, et démerde-toi. Quand je dis démerde-toi, c'est démerde-toi. Allez trouver le fonctionnement équipe à distance, les équipes distribuées, parlez-moi du scaling agile. Alors, le manifeste agile, rien à foutre. D'accord? Donc, les early adopters, pas besoin de leur filer grand-chose, en fait. Ils voient un truc, ça les attire, ils y vont. Donc, tout va bien. Alors, donc on va à partir de 2004 en France. Et puis, nous avons the chasm. Dans la courbe de Moore, les innovations peuvent disparaître. On ne sait pas pourquoi, mais elles peuvent tomber dans le gouffre et jamais sortir. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une innovation fabuleuse qui était les Google Glass. On pouvait lire ses mails et envoyer des mails en clignant des yeux. D'ailleurs, on voit bien que dans cette salle, l'innovation est ressortie du gouffre. Non, elle est tombée dans le gouffre, elle n'est jamais ressortie. Et pourtant, il y a des gens qui ont dormi à l'extérieur pour être les premiers à en acheter quand elles étaient disponibles. Il y avait des early adopters. Et pouf, ça tombe.
Le gouffre, on considère qu'il a été passé en 2009, toujours aux US. Il y a eu chaque année une conférence agile qui dure une semaine en Amérique du Nord, donc Canada ou États-Unis. Et en 2009, vous reconnaissez la ville, je vous aide. Chicago. Donc à Chicago, on a eu quelqu'un qui s'appelle toujours d'ailleurs Alistair Coburn, qui est arrivé derrière un joueur de cornemuse et qui a expliqué que l'agilité avait crossed the chasm, donc avait franchi le gouffre. Et donc, à partir de 2009, on passait de l'early majority. L'early majority, quand ils regardent l'agilité, ils la regardent, mais ils ne sont pas early adopteurs. Donc, donc ils disent, ouais, mais chez moi, c'est pas tout à fait pareil, il me faudrait des petits trucs en plus, il me manque des choses. En gros, le manifeste agile ne leur suffit pas. Pas de souci, les early adopteurs, ils sont au taquet, ils ont pris le manifeste agile et ils vous ont créé un ensemble de choses complémentaires. Ça existe vraiment, hein, c'est un super travail de Christopher Webb, qui est allé identifier, en 2016, tout ce qui existait dans l'agilité. Et il l'a classé, c'est fabuleux. Hein. Il a classé des trucs de scaling, agile modeling, etc., etc., etc. D'accord, c'est la carte de métro de l'agilité, elle existe, hein, elle est intéressante. Hein. Bon, elle fait un peu peur pour les gens qui ne sont pas dans l'agilité. Ils disent, mais il faut savoir tout ça, en gros, si on veut être agile. Non. Mais voilà. Donc, énormément de richesses, etc. L'early majority, elle fait plein de trucs. Puis, nous arrivons un peu plus tard, moi je pense en France, on est plutôt en 2019, donc pas si longtemps que ça, on arrive sur la late majority. Vous avez à peu près les pourcentages, vous voyez que ça, c'est quand même les 2/3 des gens. Hein. C'est énorme. Hein. La late majority, elle aborde l'agilité avec une vision un petit peu différente. Elle dit, dites-moi comment faire. Et puis, il faut que ça s'adapte en grand. Qu'est-ce qu'a fait l'agilité? Elle a répondu. Bien entendu. Et donc, on voit depuis effectivement quelques années que ce framework SAFe grossit. Ça, c'est mon avis personnel vis-à-vis de ce framework, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. Donc, on répond sur un comment. Ils veulent, ils disent machin, je veux de l'agilité, mais je ne veux rien changer. Vous ne bossez sûrement, aucun et aucune d'entre vous ne bosse dans une entreprise qui veut de l'agilité, mais toujours avec les mêmes reporting. Ils veulent de l'agilité, mais ils veulent que vous vous engagez sur le budget pour l'année qui vient. Mais ça, c'est pas votre cas. Je sais qu'à Montpellier, vous faites la belle agilité, c'est cool. À Grenoble, c'est terrible. Hein. Les entreprises, elles veulent des trucs, des machins. Alors, vous êtes plus au sud, il y a peut-être un petit côté plus festif. Enfin, j'espère. Bref, ouais. Non mais, je le sais, voilà. C'est pas la même demande. C'est pas la même demande. Et donc, le sujet du jour, c'est donc cette agilité. Moi, ça fait une vingtaine d'années qu'on voit de l'agilité. On a essayé de répondre. Il y a des réponses différentes qui arrivent, peut-être à des demandes différentes en fonction des personnes là, dans la courbe de Moore. Eh bien, on peut se poser la question, quel bilan? Moi, j'ai envie de dire, si vous voulez faire le bilan de l'agilité, ben, regardez deux indicateurs. Est-ce que suite à la mise en place de l'agilité projet dans votre organisation, vous produisez plus de valeur et les gens sont plus heureux? Je vais faire gaffe au terme heureux, j'ai parlé bien-être ici, on va essayer de faire gaffe à ce terme qui est compliqué. Pareil, à Grenoble, je sais que ce n'est pas le cas, mais à Montpellier, c'est le cas. Quand vous mesurez la mise en place de l'agilité dans vos organisations, vous avez que 2 KPI. Pas de vélocité, on ne vous déconne pas. Hein. Ça rentre ni là, ni là. Hein. Non, je taquine, mais voilà. Bon, bref. Parce que c'était la promesse, hein. C'était une des promesses de l'agilité, du manifeste agile. On livrait plus de valeur et on espérait avoir plus de bien-être au sein des individus. Donc voilà, tout ça pour introduire ma conférence. Moi, je me dis, comme c'est pas tout à fait ça aujourd'hui, 20 ans après, alors c'est pas les mêmes personnes, hein. J'essaie de vous expliquer que les early adopteurs, l'early majority et la late majority, ils ont des visions complètement différentes sur ce qu'ils attendent de l'agilité. Mais moi, je me dis, on a peut-être oublié certaines pratiques essentielles, les trucs qui sont au cœur de l'agilité pour moi. Du coup, à qui s'adresse cette conf? Alors, les innovateurs, j'espère qu'ils me donneront un feedback. Moi, j'aimerais bien qu'ils me disent que oui, Alex, tu as bien compris ce qu'on voulait au début.
Alors, les innovateurs, il y en avait 12, enfin 17. Un qui est mort déjà. Bon, pour l'instant, il en reste 16. Peu de chance qu'il soit dans cette salle, soyons honnêtes. Mais voilà. Mais ça serait un feedback. Moi, ça m'intéresserait de savoir, tiens, est-ce que ce que je mets au cœur de l'agilité, c'est bien ce que vous aviez vous aussi en tête? Les early adopters, j'espère que je vais les aider en leur donnant une confirmation que tout ce qu'ils pensent depuis des années, c'est bien. Les early adopters, mon constat, moi, c'est qu'ils commencent à fatiguer. Ils sont partis avec des idées, ça les touchait, c'était génial, ils avaient des trucs, ça leur parlait. Et ils peuvent s'épuiser. Donc j'espère, voilà, pour les early adopteurs, et il y en a sûrement dans la salle, j'espère que je vais pouvoir leur confirmer que, ouais, vous avez raison. Gardez votre énergie, gardez vos convictions, vous avez raison. Pour l'early majority, j'espère peut-être les réveiller sur du sens. Peut-être qu'ils ont perdu un peu de sens, peut-être qu'on ne leur a pas tout à fait expliqué, hein, plusieurs choses. Et puis, j'imagine que pour la late majority, ils vont découvrir des trucs qu'ils n'avaient jamais imaginés sur l'agilité. C'est en tout cas mon propos. Alors, nous allons voir 10 pratiques de l'agilité, 10 essentiels qui sont ici. Et on va commencer par le premier, pour moi, qui est l'empirisme. L'empirisme, c'est donc la définition qui est là. C'est complètement anormal, ce machin-là, dans les organisations. Sérieux, hein? Il faut que je commence par faire avant de savoir ce que je vais obtenir. Oui. Mais pour commencer à faire, il faut que je paye. Oui. Mais je ne vais pas payer si je ne sais pas ce que je vais avoir. Si. Mais quand est-ce que tu me diras que tu sais exactement ce que tu vas me donner? Plutôt vers la fin. Eh non, mais attendez, sans rien, vous allez voir les patrons, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Et même au niveau développement, tech, plutôt tech, il y a Woody Zull, là, qui a fait des bouquins sur le mode programming, etc., des choses intéressantes, qui dit en gros, c'est la traduction pas littérale, mais c'est quand on met les mains dans le cambouis qu'on se rend vraiment compte de ce qui est à faire, quoi. Il y a un moment donné, vous pouvez essayer d'imaginer, de vous projeter, mais c'est en mettant les mains dedans que... Voilà. Donc il va falloir pratiquer l'empirisme. C'est très compliqué, mais c'est au cœur du truc. Alors attention, comme l'empirisme fait peur, je vais donner un deuxième essentiel qui est... Non, c'est pas la réponse. Le deuxième essentiel, c'est donc, qui va avec l'empirisme, c'est accepter l'incertitude. Imaginez que vous faites une rando. Vous êtes sur un chemin de montagne. Il y a une sorte de brouillard devant vous. Est-ce que vous remontez dans la bagnole et vous rentrez chez vous? Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai continue. J'ai un bout de chemin là. Ça me suffit pour avancer. Pour la rando, tout le monde comprend. Pour l'entreprise, est-ce que je peux faire un pas de plus alors que... Oui, je vois bien le chemin. Je sais que je ne me casserai pas la gueule, mais je ne sais pas exactement où ça va, quoi. Donc ça, c'est accepter l'incertitude. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. L'incertitude, elle est à tous les niveaux dans l'agilité. D'accord? Il va falloir effectivement payer pour démarrer. Je ne rapporte pas les grands groupes qui font des OPEX, CAPEX, des machins, etc. Il y a un truc fabuleux dans une organisation que j'accompagne depuis longtemps. Ils ont changé leur façon de financer les projets. D'accord? Maintenant, ce sont les métiers qui donnent des budgets à l'IT. Avant, tout était globalisé et l'IT avait des marges de manœuvre. Maintenant, c'est chaque métier. Voilà. Et dans cette organisation, les embauchés coûtent 0, les sous-traitants coûtent le prix qu'ils coûtent. À votre avis, que demandent les métiers? Moi, je veux faire mon projet qu'avec des internes. Ben oui, mais il y a besoin de 60 personnes pour faire tous les projets, il y a 30 internes et 30 externes. Donc, mais on arrive à des trucs complètement débiles, quoi. Des effets de bord, des impacts complètement débiles, pour certaines règles qui paraissaient peut-être intéressantes au niveau de l'organisation sur la partie finance. Oui, donc il faut payer. Accepter l'incertitude, il faut payer. Ouais, il faut commencer sans tout savoir, et surtout, il faut lâcher prise. Moi, quand je mets en place de l'agilité projet, le premier truc que je fais, un des premiers trucs que je fais, c'est accompagner le manager dans le lâcher prise. Sinon, ça ne peut pas marcher de mon point de vue. Parce qu'il faut accepter l'incertitude. Alors, comme c'est super compliqué de lâcher prise, l'incertitude, etc., on propose, pour moi, un essentiel, de piloter cette incertitude. Attends, c'est pas parce qu'on a de l'incertitude, qu'on fait de l'empirisme, qu'on va n'importe où, n'importe quand, etc.
Donc on va la piloter. L'outil principal pour piloter l'incertitude, ce sont les boucles feedback. En agilité, on peut faire des boucles feedback à tous les niveaux. D'accord? Sur la valeur, les finances, le fonctionnement, la technique, ce que vous voulez. Je ne vous ai toujours pas dit comment faire. Je vais vous donner un exemple. On va prendre les boucles feedback sur la valeur. Comment pourrait-on récupérer du feedback sur la valeur de ce que l'on fait? D'accord? Ah oui, métier, par exemple, c'est plus large aussi. Hein. C'est métier, business, pourquoi pas de l'éthique, du social, enfin, la valeur au sens large, hein, pas que la valeur fric ou business ou quoi que ce soit, la valeur au sens large que vous mettez derrière la notion de valeur dans le produit que vous faites. Donc, sur la valeur métier, boucle feedback, eh bien, prendre l'avis des utilisateurs. Je ne demanderai pas de lever la main pour tous ceux qui font des démos sans utilisateur. Ben oui, tu comprends, Alex, on les a pas. Ben oui, ils sont loin. Ils dépendent d'un autre département. Alors là, le gros mot, là, quand ils dépendent d'un autre département, on ne peut plus les avoir. Du coup, on fait quand même des revues parce qu'on est agile. Ben si. Attends, sinon on n'est plus agile, si on ne fait plus de revues. C'est comme les daily stand-up. Là, ça s'appelle plus daily stand-up, d'ailleurs, ça s'appelle daily scrum, mais ça c'est un autre sujet. On fait des daily. Parfois ça ne sert à rien, mais on les fait. Bon bref, c'est des boucles feedback, les daily, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Moi, je me suis fait dégommer, il y a quelques années, dans une conférence. Enfin, pas tout seul, hein. On était 100 à se faire dégommer, ce qui, en groupe, c'est mieux. La personne qui s'est dégommée s'appelait Ken Schwaber. Donc, ça fout un peu la honte quand tu es agiliste dans une conf agile et que tu te fais dégommer par Ken Schwaber, qui est à l'origine de Scrum. Et la question de Ken Schwaber, c'était à quoi sert le daily? Et là, tu as 100 agilistes dans la pièce. Et alors là, on a tout eu. Communication, avancement. Il dit non, non. Et puis à la Ken Schwaber, il ne sait pas être gentil. Donc quand il vous démonte, quoi. C'est vraiment pour dire, en gros, passer pour un con. Ah. Et donc, Ken Schwaber, finalement, nous donne la réponse après une quinzaine de réponses mauvaises et puis personne n'osait moufter, hein, vu comment il nous dégommait. Et il dit, eh ben, le daily, c'est une boucle feedback quotidienne sur la tenue de l'engagement. Je vais vous laisser avec ça. Moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. Il m'a fallu un peu de temps, et maintenant j'en suis convaincu. C'est une boucle feedback quotidienne sur la tenue de l'engagement. Donc tout est boucle feedback. Donc on prend l'avis des utilisateurs. Comment on fait? La démo, c'est le truc le plus connu. Alors, si les utilisateurs sont là. Hein. S'ils ne sont pas là, moi il y a des astuces. J'ai des product owners qui font une vidéo de leur démo, qui vont faire la vidéo, qui jouent la vidéo avec les utilisateurs, avec un représentant de l'équipe. Je sais pas, c'est pas génial. C'est pas l'idéal, ça serait de les avoir à la démo à chaque fois. Mais ils n'ont pas perdu l'idée de l'essentiel qui est prendre l'avis de la démo, montrer des choses à l'utilisateur. Vous pouvez bien sûr faire un open bar. J'ai un client qui faisait ça, moi j'adorais. Il disait, voilà, tel jeudi de 14h à 16h, vous avez les petits fours, le café, le machin, messieurs, dames, les utilisateurs et utilisatrices, vous êtes les bienvenus, il y aura des PC configurés et vous pouvez faire ce que vous voulez avec le produit. Le résultat de l'itération d'avant. Vous venez 20 minutes, vous venez 1 heure, vous venez machin, si vous ne voulez pas tester, prenez un café. Open bar, ça marchait, c'était redoutable. Vous voyez, c'est pas la notion, c'est pas exactement la démo qu'on voit dans Scrum, mais il y a d'autres idées. Et puis vous pouvez avoir bien sûr l'espèce de VRP qui se déplace avec son produit sur une petite, n'importe comment, et qui va faire va avoir ses utilisateurs. Alors c'est moins bien parce que les équipiers, ceux qui ont fait non pas les feedbacks directs, bien sûr c'est peut-être moins bien, mais ça n'empêche pas, puisque je suis sur la pratique là, qui est juste la boucle feedback sur la valeur, de l'obtenir. D'accord, la démo peut-être amène d'autres bénéfices, je ne les aurai pas ceux-là, mais j'aurai au moins la prise de feedback. Si vous ne voyez jamais vos utilisateurs, c'est une difficulté. Prenez des feedbacks peut-être d'autres personnes. Moi, je me rappelle un feedback. J'ai un client qui s'appelle Schneider, j'ai bossé pendant 6 ans, et pas dans le logiciel, mais dans le matériel. On faisait des démos mensuelles, d'accord, et on arrivait à avoir une démo classique, c'était 70 personnes dans la salle en France et 50 personnes en Chine. D'accord, donc 120 personnes tous les mois qui viennent pour 1 heure de démo. On n'avait pas les utilisateurs.
Tout est cloisonné chez Schneider pour avoir les gens qui achètent et qui exploitent. Il y a un certain nombre d'étapes entre la R&D et ces gens-là, pour des raisons X ou Y. Mais on avait tout un tas d'experts, on avait tout un tas de managers, on avait tout un tas de gens. Et une fois, on a eu ce feedback dans la démo. L'équipe montrait un résultat intermédiaire sur une nouvelle solution technologique qu'elle pensait mettre en œuvre pour un truc qui était lié à la safety. Enfin, c'était des disjoncteurs moyenne tension, ça tue les gens. Hein. Si vous y accédez sans faire attention, vous travaillez peut-être sur des produits qui tuent personne, ce produit-là, il peut tuer quelqu'un. Donc la notion de safety, enfin de sécurité, est fondamentale. Et donc, ils montraient à la démo qu'ils étaient en train de travailler sur un sujet et ils avaient retenu cette piste. Et là, quelqu'un dans la pièce dit « Je pense que vous ne le savez pas, mais il y a 7 ans, sur tel produit, on a étudié cette solution, elle ne marche pas. » Je ne sais pas comment... Enfin, parce que parfois, les gens, ils comptent. Ah, mais on a mis 50 personnes, plus 70, ça fait 120 personnes, fois 1 heure, auto-horaire. Non, cette remarque-là, elle a dû faire gagner plusieurs millions. C'est des projets à 70-80 millions au total, hein, ça vous donne une petite volumétrie. Voilà. Mais elle a fait gagner plusieurs millions. Donc, les boucles feedback, elles sont... parfois, effectivement, peut-être vous ne l'aurez pas à chaque démo, ce truc extraordinaire, quoi. Mais vous pouvez l'avoir, quoi. Si vous arrêtez de faire la démo à votre PO. Ce qui ne sert pas à grand-chose si je ne vous l'ai pas encore dit. Ok. Ah bah je reviens en arrière. J'appuie sur mes trucs. Ok, on prend les feedbacks. Et puis on va prioriser. Ouais, je fais une pause parce que je ne sais pas comment vous allez prendre ce que je vais dire. Dès qu'on fait de l'agile, on priorise. Il n'y a personne qui oserait dire qu'il fait de l'agile sans prioriser. Ok. Donc prioriser, c'est faire des choix. Jusque-là, tout va bien. Pour moi, prioriser, ce n'est pas renoncer, hein, ou encore. Prioriser, c'est garantir à quelque chose d'exister. Sous réserve que vous le fassiez dans l'ordre que vous avez défini. Si vous mettez un truc en 1, puis en 2, puis en 3, en théorie, ça veut dire que vous avez plus de chances d'avoir le 1. Enfin, en gros, vous avez sécurisé le 1, puis le 2, puis le 3. Je répète, sous réserve que vous fassiez dans l'ordre que vous avez défini. Pas à Montpellier, je sais, hein, vous êtes toujours super discipliné. Non, mais vous avez dû voir des trucs comme ça, quoi. On met un ordre et après... Ouais, mais tu comprends, Alex, si j'ouvre ces stories en même temps ou ces features en même temps, en termes de développement, je vais aller plus vite. Oui, c'est vrai, tu vas aller plus vite, mais c'est pas du tout ce qu'on t'a demandé, quoi. On t'a pas demandé d'aller plus vite, on t'a demandé d'être discipliné, de sécuriser ce qui était en haut, parce que le PO, il t'a dit que c'était ça qui était le plus important. Et puis, un petit mot, prioriser, c'est surtout un autre truc. Et pour ceux qui, comme moi, adorent les bonbons de merde, là, les machins de couleur, de toute forme, de toute matière, etc. Imaginez que vous êtes vachement plus jeune, vous avez 6-7 ans, vous adorez ces bonbons, vous rentrez dans un magasin où il y en a partout. Déjà les yeux qui brillent, les machins, l'estomac qui fait je sais pas quoi, mais voilà. Et là on vous dit, et vous avez 2 minutes pour manger autant de bonbons que vous voulez, et vous n'avez pas le droit d'en sortir un seul. Par quoi je commence? Je ne peux pas tous les bouffer en 2 minutes. Alors par quoi je commence? On y pense souvent, mais surtout, qu'est-ce que j'enlève? Et c'est ça la priorisation agile. Si je priorise, c'est que j'accepte que quelque chose ne soit pas fait. Si j'ai 10 trucs à faire, que je les ai mis dans un ordre avec des priorités de 1 à 10, mais que dans ma tête je veux les 10, non, je n'ai pas priorisé. Au sens agile du terme. Alors ça, dans les entreprises, c'est compliqué aussi. Hein. Plein de fois. Hein. Ouais, on veut de l'agilité, mais on veut tout. Ouais, on te dira une liste, un ordre, mais de toute façon, on veut tout. Après, tu fais comme tu veux. Le framework que tu veux, machin. Non, il y a un vrai souci. Il va falloir accepter que quelque chose ne soit pas fait. Donc, en gros, faites ce que vous voulez, mais il va falloir prioriser. Alors, quelques exemples. On peut prioriser par le ROI, assez classique, retour sur investissement, on calcule un effort de réalisation, pourquoi pas avec des points.
un truc comme ça à la con, un truc d'une estimation relative, vous savez, des choses que vous pouvez faire. Et puis vous avez une valeur, vous divisez, vous essayez de... Vous commencez par ce qui a le plus de ROI. C'est tout à fait cohérent. Hein. C'est une technique. Une autre technique, les critères pondérés. On va voir tous nos utilisateurs, on leur donne des points à répartir en fonction des grandes features, pas des stories, hein. C'est trop bas, mais des grandes features. Et puis en fonction de ce qu'ils ont dit, ben, on essaye comme ça de regarder ce qui a été le plus voté, ce qui est le plus attendu, etc. Pourquoi pas? Une des techniques, BioFeature, si vous connaissez cette technique, c'est vous mettez les demandeurs dans la pièce, vous leur donnez une technique, par exemple des billets, le même nombre de billets à chacun, et vous leur demandez d'acheter les fonctionnalités, sachant qu'au total, il n'y a pas assez de billets pour tout acheter. Donc on va bien qu'il va falloir qu'ils décident que quelque chose ne soit pas fait. Donc ça marche très très bien. Moi j'ai fait ça en COMEX. D'accord? Un COMEX d'une structure pareil énorme. Et donc ils étaient 14, on a filé des billets aux 14. Avec le DSI, parce que quelques semaines avant, le DSI il me dit, je l'appelle pour dire bonjour comme d'hab, et il me dit, je lui dis comment ça va, il dit bah, c'est la galère, comme chaque année, je suis en fin d'année, il faut que je planifie mes projets pour l'année prochaine. Et j'ai fait un rapide calcul pour faire tous les projets qu'on m'a demandé, il me faudra à peu près 3 fois et demi l'équipe que j'ai. Il est à peu près certain qu'il n'aura pas l'équipe multipliée par 3,5 sur l'année d'après, d'un point de vue budgétaire, économique, etc. Et voilà, et je lui dis, bah écoute, on n'a qu'à les faire jouer. Donc on fait une session, PDG, DAF, DG, directeurs commerciaux régionaux, etc. Ils sont 14. On leur donne des billets, on met les 27 projets sur le mur, c'est les 27 projets qui au total étaient demandés par ces 14 personnes. On chiffre ça en agile euros. Ça valait 600 agile euros, 300 agile euros, etc. Et puis on leur dit, ben, démerdez-vous, vous avez l'argent, dites-nous, la règle c'est simple, si vous voulez qu'un projet soit fait, il faut qu'il soit entièrement payé. Donc si vous voulez un projet à 600 agile euros et que vous en avez 400, ben, ça ne marchera pas. Avant, on avait même fait une petite astuce, en fait, on leur avait fait 5 billets à chacun, et on était passé les voir avant de démarrer, on avait pris un à chacun en disant, ça c'est la maintenance. Eh, ça coûte la maintenance en avion. Voilà. Et là, il s'est passé un truc, il s'est passé plusieurs trucs, des petites choses que j'aime bien raconter qui sont rigolotes. Les 3 directeurs commerciaux, régionaux, sont allés voir le DAF, d'accord, directeur administratif et financier, ils lui ont arraché les 4 billets des mains, en lui disant, toi, t'as pas de projet. Ils ont été vachement rapides, hein. Parce que eux 3, avec les 400, ça faisait 1200, plus les 400 du DAF, ils avaient 1600, ils ont allé décrocher un projet à 900, décrocher un projet à 700, ils l'ont posé, ils l'ont payé, c'était fini. Ils sont allés boire le café. Alors, ça fait rire, mais en même temps, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait prioriser. Parce que je peux vous assurer que ces 4 directeurs commerciaux régionaux, ils avaient plein d'autres demandes au départ. Et le message était clair, si je peux me payer que 2 trucs, c'est cela que je veux. Voilà. Et pour la toute petite histoire, celui à qui il restait de l'argent et qui ne pouvait rien faire, c'était le PDG. Le PDG, il avait retenu ses 4 billets vachement longtemps, il avait laissé les autres s'organiser. À la fin, il en avait 2, et il faisait... mais je ne peux plus rien prendre, c'est nul, votre jeu. Mais avec un grand sourire, quoi. Parce qu'il avait parfaitement compris, hein, bien sûr. Il avait parfaitement compris l'objectif. Donc on priorise. Dernière technique bien connue, d'accord, elle a été documentée énormément. Le tarin, le pif, quoi. On s'en fout. Même si c'est pas formel, s'il a priorisé, c'est ce qui compte. S'il a dit ça, je veux l'avoir, je le sécurise, et ça, j'accepte de ne pas l'avoir, même s'il l'a fait au pif. On s'en fout, ça marche. Donc en gros, il n'y a pas d'enfant dans la salle, ça tombe bien. Faites ce que vous voulez, mais bordel, priorisez. Utilisez la technique que vous voulez, mais partez bien dans l'idée qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Donc on a priorisé, et on va terminer. Ça, c'est une pratique que vous connaissez plus. Et donc, bien entendu, pour terminer, il va falloir avoir un certain nombre de critères. Peu importe la façon, un DOD ou d'autres choses, hein, peu importe, c'est pareil. Je ne suis pas là sur le comment, hein, je suis juste fondamental, terminer des choses, s'assurer que quelque chose soit terminé. Quand quelque chose est terminé, ça fait des petites victoires, c'est super important. On va cranter. Moi j'ai mon fils qui va avoir 30 balais maintenant, ça ne rajeunit pas, mais quand il était plus jeune, quand il faisait des trucs, il faisait « ça, c'est fait ». Et c'est la même idée dans l'agilité du terminé. C'est ça, c'est fait, c'est derrière vous. Ça ne vous occupe plus l'esprit. Pour toutes les équipes où il y a des développeurs et des testeurs, le terminé n'est pas quand on a fini de développer. Ça, je pense que vous le savez. Ouais, je le répète des fois parce qu'on a l'impression que les testeurs ne sont pas dans l'équipe. Parfois même, ils enlèvent l'aspect test du terminé. Je dis, parce que c'est chiant, tu ne te rends pas compte. Tu es obligé de passer par le test. Ils ne sont jamais disponibles, ces gens-là.
Non, je dis des conneries, j'adore les testeurs, hein, je les ai défendus plus d'une fois. Mais à la limite, testeurs ou développeurs, je m'en fous, c'est des équipiers. Les équipiers, on termine. Donc on va terminer. On va être, si possible, à terminer au plus près des utilisateurs. Le terminé idéal, c'est que vous l'avez mis dans les mains de l'utilisateur, il s'en sert. Donc là, on peut dire que c'est terminé. D'accord? Le truc que vous faites, pas le produit total, hein, mais la partie que vous faites. Et ce qui est très très chiant, et je sais, très 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 chiant, il faut que ça soit explicite et ce n'est plus négociable. Non, et quand j'ai dit plus négociable, c'est plus négociable. C'est pour ça que parfois on vire le test du terminé. Eh ben ouais, quand même, parce que sinon on ne termine pas. Et si on ne termine pas, eh ben on ne gagne pas les points. Parce que ce qui est important, c'est de gagner les points. Avec une belle vélocité. C'est ça qui est important en agile. Produire de la valeur. Moi, je fais des points. Non, mais pas à Montpellier. Non. Je vous taquine, je sais, vous savez. C'est les Grenoblois, ils sont pas cool. Faut le répéter, faut le répéter. Non, c'est partout. C'est terrible, c'est terrible. Cool. Ok. Donc, maintenant, on part à d'autres choses, on était sur. On va essayer de faire équipe. Alors, c'est là qu'on va voir si ça marche. Pardon, question facile. Avez-vous repéré le Scrum Master? Ici, ils l'ont vu. Et qu'est-ce qu'il fait, le Scrum Master? Moi, je veux être Scrum Master. Il faut rien. Ah ben, il n'a pas contribué à enfoncer le pieu, hein. Mais il est indispensable, hein. S'il n'est pas là, ça ne marche pas, l'équipe, hein. Oui, attention, hein, c'est parce qu'il faut rien qu'il n'est pas nécessaire, il est même indispensable, il donne le rythme. D'ailleurs, au début, il y a 2 Scrum Masters, il y en a un qui se dit « Oh, j'ai déjà fait de la technique, allez, je monte sur le truc. » Je vais même aider l'équipe. C'est le Scrum Master qui devient équipier, là. Et puis l'autre, il est avec le tambourin, ding, ding, ding. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est une équipe. C'est génial, ils bossent ensemble, ils ont un objectif commun, sur un délai donné, ils ont faussé le pieu, petite victoire, tout va bien, etc. Donc faire équipe, et j'aime bien citer la Dorothée, et puis des gens que je connais, parfois des gens que j'ai pas, personnellement que je ne connais pas, mais là je les connais en plus personnellement. Et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est être équipe est un fait, faire équipe est un art. Donc en agilité, dans les fondamentaux, il y a la notion d'équipe, et il y a donc le travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est vraiment pas évident. D'accord? Il va vraiment falloir chercher un certain nombre de choses qui sont derrière. Bien sûr, on va réaliser ensemble. D'accord? C'est-à-dire que je me fous de la compétence des gens. Moi, je veux que les gens, ils réalisent ensemble, ils se débrouillent pour interagir, etc., pour produire quelque chose. Je reviens sur mon développeur-testeur, à la limite, ça ne m'intéresse pas, moi. J'ai une équipe. Il y en a peut-être un ici, là, il y en a un qui est plus lourd, donc il se met plus au milieu, l'autre un peu plus à l'extérieur parce qu'il est plus agile. Ah oui, on peut utiliser le mot agile pour n'importe quoi. Non, on ne sait pas ce que ça veut dire agile. Hein. Si vous savez, vous me le dites. Hein. Moi, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Moi, je sais dire qu'on fait des boucles feedback, je sais dire qu'on itère, je sais dire qu'on fait de l'empirisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être agile. Donc voilà, on va réaliser ensemble plein de trucs, on va savoir qui fait quoi. Qui fait quoi? Je connais des entreprises qui utilisent Jira. Pourquoi pas? Et j'ai rien contre Jira, là. Il y a des trucs, là, franchement, j'ai rien. Et il y a une fonctionnalité dans Jira qui est absolument géniale. Vous avez déclaré les prénoms de tous les équipiers, et quand vous faites le daily, vous cliquez sur le prénom. Comme ça, ne s'affichent que les trucs de l'équipier, ce qui fait que les autres peuvent faire autre chose. Bah oui. Parce que je ne veux pas m'intéresser à ce qu'il fait, c'est bon, lui c'est celui, il fait son reporting, parce que c'est un délit. Non, mais bien sûr, je sais que vous le faites peut-être, vous ne le faites pas avec cet esprit-là. Mais moi j'ai vu des délits comme ça, c'est terrible, il n'y a plus d'équipe. On ne sait plus ce que font les autres, et d'ailleurs on ne s'y intéresse pas. Mais vive les délits à distance.
Au moins, je peux faire autre chose, ça ne se voit pas. Vive l'agilité. Allez. Ouais, là, parfois, je casse l'ambiance. Je sais, dans ma présentation, je peux casser l'ambiance aussi. On s'engage pour ses partenaires, on s'engage. Ah, moi, j'avais adoré, j'ai bossé il y a longtemps chez Yahoo. Et je me rappelle une équipe où il y avait 5 personnes, 5 équipiers, 4 développeurs plutôt, et un testeur quand même, une expertise de test. Et un jour, ils arrivent à la fin du sprint et il n'y a rien qui marche. Et là, les 4 équipiers me disent, enfin les 5, ils me disent « Oui, mais Albert, il était malade tout le sprint. » Albert, c'est le testeur. Hein. Enfin, il ne s'appelait pas Albert, mais on s'en fout. Je les regarde, j'ai dit « Et alors ?» Ben, alors, on n'a pas testé. Oui, d'accord, maintenant j'ai l'explication de pourquoi ça ne marche pas. C'est assez simple. Oui, mais non. On s'engage, hein. Rappelez-vous le délit, vu comme Ken Schwaber, la boucle feedback par rapport à la tenue de l'engagement, quand on s'engage ensemble, on est obligé de s'intéresser, on va dépanner, on va faire un truc qui n'est pas dans notre compétence, j'en sais rien moi. C'est compliqué, hein. C'est super compliqué de travailler ensemble. C'est beaucoup plus facile de travailler individuellement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va donner aux autres. Oh là, donner quoi? Du temps? Non, de l'aide, de l'écoute. Vous savez tout ce que pour aider quelqu'un, on n'est pas obligé de savoir techniquement, de maîtriser techniquement ce qu'il fait. Quand quelqu'un a une difficulté, vous vous posez, vous lui dites « raconte-moi ta difficulté », et plein de fois, en vous racontant sa difficulté, il va vous dire « hop, 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 peut-être c'est ça ». Et là, vous avez fait comme le Scrum Master, vous n'avez rien foutu, mais vous étiez indispensable. Dans le sens, parce qu'il fallait juste une posture d'écoute pour arriver à aider le cheminement de la pensée, et peut-être trouver. Donc on est là, et on donne du temps, par exemple. C'est un truc qu'on a tous. Vous avez tous du temps. Après, vous choisissez où vous le mettez. Mais du temps, vous en avez. Arrêtez de dire, j'ai pas le temps. Dites, c'est pas ma priorité. Là, c'est bon. Mais ne dites plus jamais, j'ai pas le temps. Ok, donc voilà. Et puis des choses, bien sûr, au niveau de l'équipe, s'assurer de la sécurité psychologique. Ça, c'était pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être, il y a une dizaine d'années, Google a fait le projet Aristote. Le projet Aristote, ils ont étudié, je ne sais plus combien, 1000 et quelques équipes, ils ont regardé les caractéristiques des équipes performantes. Il y a 5 critères qui sortent, et un, c'est la sécurité psychologique. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être bien dans l'équipe et aussi bien dans l'organisation. Par exemple, pour ne pas donner d'exemple de ce qui s'est passé dernièrement, un PDG qui rachète une nouvelle société et qui envoie un mail à tous ses salariés disant que la semaine prochaine, j'en vire la moitié, ça gazouille, d'accord? Vous voyez un petit peu, enfin maintenant c'est même plutôt un peu porno, mais ça c'est pas autre sujet. Voilà, même ceux qui vont pas recevoir la lettre, je pense pas qu'ils ont fait un super boulot entre la réception du mail et l'autre mail, enfin, le courrier qui disait s'il était viré ou pas. Il n'y a plus de sécurité psychologique. Dans une équipe, c'est très important, dans une organisation aussi. Voilà le genre de choses pour le travailler ensemble. Donc, il y a des pratiques pour le travailler ensemble. J'ai parlé de Jira tout à l'heure, etc. Mais oui, il y a du management visuel. Le management visuel est un outil qui permet d'aider au travailler ensemble, qu'il soit numérique ou pas numérique. Moi, j'ai des préférences, mais ce ne sont que des préférences. Voilà, mais faites attention, je disais Jira, où vous pouvez, avec un outil qui est très bien, complètement passer à côté de se travailler ensemble, quoi. Alors que pourtant, la fonctionnalité, en plus, elle est mieux, parce que le daily va plus vite. Ce qui est l'objectif principal du daily, d'aller plus vite. Ok, vous mettez ce que vous voulez, on a l'auto-organisation. Alors ça, ils sont pas sympas dans l'agilité. Sérieux, ils sont pas sympas. Moi, j'ai fait de la gestion de projet traditionnelle. J'ai eu des formations spécifiques de gestion de projet. On m'a appris à faire des diagrammes de Gantt, des diagrammes de perte, des tableaux de risque, etc., etc. Et après, on m'a dit, va gérer le projet. Cool. En agilité, on dit aux équipiers, auto-organise-toi. C'est pas cool, hein, on donne pas d'outils, etc. Donc, voilà. Donc pourquoi pas, c'est une très bonne pratique hein, pour le travailler ensemble. Mais il va falloir l'aider peut-être. Le management visuel est un support peut-être pour aider l'auto-organisation, mais il faut savoir que c'est pas si facile que ça, quoi. Donc il faut peut-être aider. Peut-être encore un mec qui fout rien, mais qui aide. Vous voyez le... Alors j'aime les testeurs, j'aime les Scrum Masters, j'aime les PO, j'aime les managers. Enfin, il n'y a personne que je n'aime pas, hein. Non, parce qu'après il dit ouais Alex il aime personne. On a besoin de tout le monde. Voilà, les échanges réguliers en daily ou pourquoi pas en daily.
pouvez changer, ça dépend de votre contexte, etc. Trouver une façon d'échanger. En tout cas, trouver une façon pour faire le travail ensemble. Je me fous de la façon, enfin, le framework, la pratique ne m'intéresse pas vraiment, c'est le fondamental. Voilà. Assurez-vous que vous travaillez ensemble, que vous donnez aux autres, que vous partagez l'engagement, etc., etc., etc. On va avoir besoin de sens, d'accord? Dans tous les projets, on a du sens, donc on a du sens produit qui va être donné par un PO, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est très très important, on a besoin de se retrouver. Donc, on ne fonctionne pas tous de la même façon, d'accord? Certains vont se retrouver dans l'utilité de ce qu'ils font. Alors, soit carrément dans le produit, dans l'entreprise, la contribution de l'entreprise à l'extérieur, je ne sais pas, il peut y avoir plein de raisons de cette utilité, en interne aussi. Voilà, est-ce que ce que je fais est utile à quelqu'un, apporte de la valeur, etc. Le bien fondé, pareil, c'est difficile, on n'a pas tous la même relation à ça, mais il va falloir que l'on travaille sur ces aspects-là, avec, je mets tout là, voilà. On a tous nos valeurs motrices, on est dans une équipe, il faut que ça ait du sens, peut-être qu'on soit reconnu, je ne veux pas parler de reconnaissance encore, mais qu'on puisse être reconnu, etc. Et un alignement avec nos valeurs personnelles. Moi, je sais que quand j'ai découvert l'agilité, 2005, j'ai adoré parce que c'était aligné avec mes valeurs. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est pas le cas. C'est pour ça que je me mets dans les early adopters, parce que je suis parti assez vite avec 3 fois rien, parce que c'était aligné, quoi. Je me suis retrouvé dans le truc. Donc voilà, trouver du sens. Et le collectif, ils travaillent ensemble, individuellement on y trouve du sens, et il va falloir qu'on ait une vision, quelque chose qui nous rassemble. D'accord? Une vision ou à la limite un focus, mais voilà, on va faire des choses. Donc, un but moyen, long terme. Le but long terme, c'est souvent très compréhensible et plus ou moins motivant. Il faut réduire le réchauffement de la planète. Ouh, ouais. Une fois que j'ai dit ça, j'ai peut-être besoin d'avoir un but un peu plus court terme qui est sur des choses très concrètes qui vont peut-être m'engager. D'accord? Donc on va peut-être avoir besoin d'un focus. Si pour ceux qui pratiquent Scrum, moi j'aime bien, je dis toujours qu'un sprint, une itération, c'est un focus court terme. On produit de la valeur. C'est pas une étape. Enfin bon, bref, on produit de la valeur. On va engager, ça va aider à engager les acteurs, parce que si j'ai un focus, ben après je vais peut-être pouvoir m'auto-organiser, mais c'est plus facile pour atteindre donc cet objectif, cette vision très long terme que je comprends, à laquelle j'adhère, mais qui est peut-être pas facile à décliner au quotidien. Et puis, sur l'engagement, il faut faire attention. Il y a Locke et la table, là, il y a déjà quelques années, qui avait fait un truc sur la définition d'objectifs. Et il y a plusieurs choses. Je ne vais pas tout détailler, mais c'est assez intéressant. Et le côté directif est intéressant. Ils ont montré, vous demandez à quelqu'un de lire un texte, puis de le résumer, il le fait. Vous lui demandez de quelqu'un de lire un texte, et vous lui demandez, tu me diras combien il y a de mots dans le texte à la fin. Il arrive à la fin du texte, il dit 258, vous lui demandez de le résumer, il en est incapable. C'est-à-dire que l'objectif que vous vous donnez peut complètement influer sur le résultat, etc. Vous obtenez le résultat, si vous avez demandé de compter, il vous dit 258. Hein. Donc voilà, attention aux objectifs. Voilà, c'est bien sûr engageant, mais ça peut être... Et moi, je fais un petit jeu. Je vous montre des techniques, mais sur engager les acteurs. Ici, vous avez 2 dessins. C'est les résultats de la production de 2 équipes de 6 personnes en 1 minute. Je leur ai dit dessiner une magnifique prairie d'été. Et j'ai ces 2 dessins. Y a-t-il un dessin que vous préférez par rapport au postulat que je vous ai donné? Moi, j'ai une tendance à dire que celui-là ressemble plus à une magnifique prairie d'été, même si on pourrait discuter plein de trucs, que celui-là. Pourtant, il y a aussi un soleil, il y a des vaches, mais là, machin, il y a des fleurs. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est que l'énoncé n'est pas tout à fait le même. On donne, ici, on va sur la proaction, proactivité des gens, dessiner une magnifique prairie d'été, il y a juste cette phrase-là, et là, on leur donne tout ça. Et quand ils ont tout ça, ils oublient la première phrase, et maintenant, il faut tenir les résultats. C'est pour ça que je fais très attention aux gens qui travaillent avec les tests d'acceptation, qui est une très bonne pratique, sauf si l'équipe se met dans l'objectif de les faire passer. Si ça devient leur priorité, c'est de les faire passer, en oubliant la première phrase. Vous savez quel est le début de la story, là, en tant que jeu, mais ils font les tests d'acceptation. Donc ça peut être casse-gueule. Je ne dis pas que c'est une mauvaise pratique, hein.
Mais je dis attention, c'est exactement ça, vous donnez un objectif et en fonction de l'objectif. C'est vachement mieux d'avoir tout ça. Alors là, c'est pourquoi il y a de peur dans tous les sens, parce que comme ils sont assis sur la même feuille, ils sont pas tous dans le même sens. Et si moi j'ai pour mission de faire des fleurs à 6 pétales, je fais des fleurs à 6 pétales. Puis en plus j'ai 60 secondes et il y a un con qui dit 50, 45, 40. C'est moi le con qui facilite l'atelier. Voilà, donc attention à cet engagement. Allez, on va s'améliorer, pratique très connue, on est sur un fondamental, un des 10 fondamentaux pour moi. Effectivement, s'améliorer, on s'améliore bien sûr collectivement et régulièrement. Bon, généralement, c'est vraiment le truc qui est acquis en agilité. On fait des rétrospectives. Je suis bon, non? Si je fais des rétrospectives, je m'améliore. Vous savez tous que les actions de rétrospective sont menées. Et d'ailleurs, elles améliorent. D'ailleurs, on peut mesurer ce qu'elles ont amélioré au sprint d'après. Vous n'êtes pas obligé de tout le monde me répondre « Ouais, bien sûr !» Bon. Les actions de rétrospective sont toujours internes à l'équipe, sont toujours réalisables par les gens qui étaient dans la pièce. Moi, j'ai fait une rétrospective un jour avec les 14 directeurs de magasins des entrepôts de bricolage de la région Rhône-Alpes. Alors, oubliez l'agilité logicielle et tout, juste la rétrospective. Et comme sujet de rétrospective, pour ces 14 patrons de magasins, ils choisissent les animations commerciales. Quand ils reçoivent des trucs, etc., qu'ils doivent les vendre. Voilà. Et là, ils partent sur l'histoire de brouettes. Tu te rends compte, les acheteurs du siège, ils nous filent 500 brouettes. Comment tu veux qu'on vende 500 brouettes en une animation commerciale? Ouais, vous avez vos problèmes, eux ont des problèmes de brouettes. Chacun son problème. Décision de la rétrospective, je vous le donne en mille. Elle est écrite l'action. Il faut que les acheteurs du siège soient moins cons. Alors, celle-là, elle vous fait vraiment rire. Et maintenant, je vous invite à revoir les actions de vos rétrospectives précédentes. Si vous continuez à rire, dites-vous, il faut peut-être changer un truc. Ok, sur la performance collective, il y a un truc sympa. Il y avait Fabien Pelouse, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, qui était à Toulouse il y a quelques années, donc c'était en 2020, et qui nous a parlé de performance collective d'équipe. Et il a dit, il y a des trucs, voilà, on peut mesurer la solidarité, enfin, pardon, pour qu'il y ait performance collective, il faut qu'il y ait de la solidarité, de l'entraide, de relations humaines et de la confiance. Et ce qui est chiant, c'est que la plupart des trucs ne se mesurent pas. C'est compliqué, on voudrait mesurer la performance d'une équipe, la performance collective, et c'est difficile de mesurer l'entraide. Lui, on s'entraide bien dans cette équipe, lui, il l'entraide plus que les autres. Si vous voulez des trucs individuels, non mais c'est compliqué, et pourtant c'est fondamental. Donc voilà les 10 choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, les 10 essentiels, peu importe la façon dont vous les mettez en œuvre, vérifiez qu'ils sont là, pour moi. Après, tous les frameworks peuvent fonctionner, différentes choses. Donc en conclusion, eh ben, on est là-dessus, ils sont en place, quelles que soient les pratiques. Surtout, sachez pourquoi vous avez choisi l'agilité, même si vous êtes early majority. Et surtout, accepter des impacts, oui, ça va vous impacter. Et l'early majority, elle ne le veut pas, je le sais. Mais il y a quand même un travail pédagogique à faire. Et dans la courbe de mots, il y a quelqu'un dont je ne vous ai pas parlé, c'est les retardataires. Donc les retardataires, en fait, par rapport à l'agilité, ils ont une seule motivation. Voilà. Allez, si vous avez envie de laisser un feedback, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, on a 3 minutes. Merci. Vous parliez de l'agilité en distanciel et la difficulté pour tout ce qui est management visuel, enfin tout ça quoi. On n'est plus en stand-up meeting parce que de toute façon on est assis derrière notre bureau. Une pensée là-dessus, un tips, une pensée, comment on fait pour continuer à être agile quand on a connu les post-it autour du bureau versus on est tous à distance et avec les caméras éteintes. Je vais te donner la réponse dans ta question. Tu me proposes un titre, allume la caméra. Je pense que je l'ai dit assez fort. C'est le titre qui l'a aussi. Sérieux? Mais il n'y a pas que ça. La vidéo, je veux dire. Dans le management visuel, il y a le côté on affiche des choses sur les murs quand on est dans un open space, un bureau avec une équipe,
Comment on garde le team building et la capacité des équipes à s'entraider en levant le doigt, tout en étant à distance, avec pas forcément... J'ai un client qui pratique ça. Avant même le Covid, il avait déjà des équipes qui étaient distribuées, etc., pour des raisons X ou Y. Il est basé à Avignon et il disait tous les mois, tout le monde vient à Avignon. Alors maintenant, ils sont trop nombreux dans l'entité, donc ils font 2 jours tous les 2 mois, tous les 3 mois. Maintenant, ils sont là. Au petit début, ils ont fait des trucs. Il fallait faire les démos. Et dans cette entité, il y a à peu près la moitié d'internes, la moitié d'externes. C'est une entité, on a viré le terme sous-traitant déjà depuis 7 ans. Il n'y a plus que des équipiers. C'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin comme décision. Elle n'était pas si facile que ça. Donc les équipiers, les démos ne se faisaient pas toujours à Avignon. Tous les gens d'Avignon, clients, prenaient la bagnole et allaient à Sofia pour aller faire les démos là où il y avait l'équipe à Sofia. C'est des idées. Ah oui, c'est contraignant. Quelqu'un aurait pu dire, moi en plus je suis payeur, c'est moi qui vous... c'est à vous de venir, c'est à vous de vous lever à 5h du mat pour venir à... C'est des idées. Aujourd'hui on fait ça 2 jours tous les 3 mois et on fait un truc qui est optionnel. C'est le soir, on fait une soirée jeu de société. Il y a 6 mois, il y a une des équipières externe, mais c'est pas le terme qu'on emploie, qui a dit « je fais le couscous pour tout le monde ». On lui a dit, mais on est 50. Elle a dit oui. Et elle dit, dans la bagnole, elle avait tous ces trucs. Elle dit, elle est venue toute seule, parce qu'elle est venue de Sofia, elle avait tous ces trucs. Elle nous a fait un truc de folie, mais je ne sais pas combien d'heures elle a passé là-dedans. Et puis en plus, c'est une bonne cuisinière, donc qu'est-ce qu'on s'est mis dans la tronche? C'était bon. Et puis après, on était chez le client, et c'est de réchauffer un couscous pour 50 personnes sur une plaque électrique grosse comme ça. Ouais, on n'avait pas tout prévu. mais tu vois, tu arrives à avoir des gens, des trucs qu'ils ont envie de faire. Alors on a tous contribué, parce qu'elle ne voulait même pas qu'on la paye. Attends, couscous pour 50 personnes quand même. Quoi. Mais les trucs se font, quoi. Je sais pas. Voilà, mais la soirée jeu, elle est optionnelle et à peu près 95% des gens viennent. Après, il y en a qui ne viennent pas pour des raisons X ou Y, ils ont tout à fait le droit, bien sûr. Voilà les tips. Mais la caméra, ils utilisent aussi. Voilà, il y a des... J'arrête, c'est fini.